Je dis que on n'a plus l'habitude de se retrouver. Je pense que nous sommes devenus des amis qui se retrouvent, ce qui ne devrait pas être. Mais malheureusement, comme vous le constatez, nous sommes toujours obligés de revenir vers vous. Donc nous sommes là cet après-midi, le collectif des avocats du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, de Oye Guilabogui et du ministre Mohamed Diané. Vous pouvez le constater. C'est pour vous tenir au courant de l'évolution de la procédure. Parce que vous avez dû entendre dire que les choses sont en train de se précipiter. À défaut de trouver des preuves, on a opté pour une parole de justice, aller très rapidement au jugement et obtenir une condamnation sur la base du néant pour empêcher nos clients de pouvoir être candidats aux échéances prochaines, échéances électorales, je veux dire. C'est seulement le seul objectif. Nous sommes convaincus que le fait de mettre la vitesse dans la procédure pour aller au jugement, c'est pour disqualifier nos clients. Et cela, pour nous, est inacceptable. Donc, déjà en amont, nous avons décidé de dénoncer ce qui est en train de se préparer et qui va se produire au préjudice de nos clients. Parce que je crois que tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui tendait vers la réalisation de ce dessein. Ce dessein triste pour notre pays. Donc, nous allons évidemment prévenir sur la procédure et les différentes étapes de la procédure. Nous avons tellement mené la bataille que vous constatez qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas, tous les avocats du collectif ne sont pas là parce que certains nous ont laissés en chemin, vu la rigueur de la bataille. En principe, cela ne devait pas être puisque les choses sont assez simples. Des faits ont été reprochés, non prouvés, mais puisque nous sommes en train de quitter le terrain de la justice pour aller sur un autre terrain, nous n'avons pas le choix. Nous sommes toujours dans notre logique de dénonciation. C'est ce que nous allons faire. Et puisque nous sommes des avocats, nous ne pouvons ne pas convoquer la procédure dans nos différentes interventions. Donc, j'introduis, je passerai la parole au bâtonnier Dina Sampil, qui va de façon globale non seulement résumer la procédure, mais qui aura ses pertinentes observations à faire, comme toujours. Ensuite, la parole passera aux autres confrères qui nous accompagnent, à savoir Maître Sey, Maître Seydou Ndiaye, ici, Maître Dina excusez-moi, Maître Sekou Koundiano, et enfin Maître Sidiki Berete. Donc, sachez que quelque chose est en train de se préparer. Je n'aime pas trop le mot complot, mais je pense qu'il n'y a pas un autre mot approprié contre nos clients. Je crois que depuis le début, c'est ce qui était projeté. Nous sommes en train d'aller vers cette situation et qui nous désole. Vous avez remarqué que partout, malgré tous les efforts fournis, nous n'arrivons pas à voir le bout du tunnel. Et quand on se retrouve dans ce genre de labyrinthe, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, très compliqué pour nos clients, qui sont malheureusement
innocents de tout ce qu'on leur reproche. Donc, je ne monopoliserai pas la parole. Je vais sans plus tarder la donner au bâtonnier Dina Sampé pour le reste. Je vous remercie. Bien. À la suite donc du bâtonnier Djibril Kouyaté, je vous adresse mes remerciements. Pardon. Donc, notre confrère médecin a une contrainte de temps pour notre émission qu'il doit animer au niveau de la télévision Dioma, va donc passer avant moi. Je vais lui passer le micro. Merci, monsieur le bâtonnier. Il faut préciser que c'est parce que je dois reprendre l'avion tout de suite aussi, après cette émission. Bon, je remercie vraiment toute la presse d'être présente pour s'enquérir de la situation carcérale de notre client, le Premier ministre Ibrahima Souri Fofana. Il va bien. Il est à la maison d'arrêt de Conakry, séquestré et kidnappé. Et ce n'est pas un vain mot, c'est la réalité. Vous savez que depuis le 6 avril 2022, il a fait l'objet d'un mandat de dépôt de la part de M. le procureur spécial, très spécial, qui estimait qu'il était dans le cas de flagrant délit. Mais d'après nos investigations, ce mandat de dépôt est introuvable. Il n'est même pas à la maison d'arrêt de Conakry. Et on se pose la question, comment on peut admettre quelqu'un dans une maison d'arrêt sans un mandat de dépôt? C'est pourquoi on dit qu'il est kidnappé et qu'il est séquestré. Mais après cela, nous avons fait la procédure, nous avons engagé des procédures. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons déposé 4 demandes de mise en liberté provisoire qui ont été acceptées par le juge d'instruction. Et sur appel de M. le procureur spécial, la chambre de contrôle de la cour d'appel a toujours infirmé ces libertés provisoires accordées par le juge d'instruction. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que depuis le 16 décembre 2020, enfin, la chambre de contrôle semble se réveiller, reprendre ses esprits et nous donner du droit. Dans un arrêt, il confirme la liberté provisoire de M. Ibrahima Kassory Fofana. Mais le procureur spécial, très spécial encore une fois de plus, a fait un pourvoi en cassation. Et c'est pourquoi il n'est pas libre. Et sur ce point, je l'ai toujours dit au Sénégal, parce que c'est la même disposition, c'est quand même grave. Le juge, c'est lui qui a l'impérium et le dominion. Le procureur est une partie au procès comme l'avocat. Il n'est pas normal qu'un juge qui décide de libérer quelqu'un, un procureur qui n'est pas un juge du siège, qui n'est qu'une partie au procès, parce qu'il a exercé un recours, cette personne reste en prison. Ce n'est pas normal. Et c'est la même disposition qui prévaut au Sénégal, et je l'ai toujours dénoncé, et je le dénonce ici aussi, en Guinée. Et nous attendons que la Cour suprême statue, parce qu'il s'agit de liberté. Il y a un premier pourvoi qui a été introduit par nous-mêmes, par les conseils de M. Kassory, devant la Cour suprême, depuis le mois de juillet. Et ça fait 6 mois, la Cour suprême n'a pas statué sur ce pourvoi-là. Il s'agit de liberté, de référé liberté. Et c'est grave. On nous dit tantôt
on a changé les magistrats de la Cour suprême. Tantôt on met un délibéré, on fait la réalité des débats, on remet, on proroge, etc. C'est du dilatoire, inacceptable. Et cela nous fait penser, aujourd'hui, nous avons la conviction que nous sommes devant un dossier politique. Un procès politique se prépare. Parce que les atteintes aux droits de Michel Fofana sont très graves et d'une manière permanente. Et je vais vous lire quelques extraits de l'arrêt du 16 décembre qui a été rendu par la Chambre de contrôle pour vous dire qu'en fait, ces magistrats maîtrisent parfaitement la procédure, maîtrisent le droit. Des fois, ils rendent des décisions parce que ça leur plaît de rendre certaines décisions comme ils veulent. Ce qu'il y a de nouveau après cet arrêt-là, c'est que vous savez que le procureur spécial avait demandé l'audition de certains membres de la famille de Michel Kassori. Non seulement le procureur s'acharne sur la personne de Michel Kassori, mais il s'acharne sur sa famille. Il a demandé l'audition de sa fille, l'audition de son beau-fils, et on en a profité pour auditionner certains témoins, dont l'ex-directeur financier de la primature. Et après leur audition, voilà ce que le juge de la Chambre de contrôle nous dit, ce que nous avons toujours dit, qu'il a refusé de nous suivre. Ce que le juge d'instruction a toujours dit à plusieurs reprises, et le juge de la Chambre de contrôle a toujours refusé de le suivre. Maintenant, ce qu'il nous dit, il nous dit que les magistrats instructeurs ont tous posé des actes tendant à la manifestation de la vérité. Que pour s'en convaincre, il suffit de compulser les pièces versées au dossier, notamment les procès-verbaux d'interrogatoire sur commission rogatoire des sieurs Djibril Kamara, Aminata Fofana, la fille de l'inculpé, Abraham Komnos, Anour Jish, Ousmane Kamara et Ibrahim Sidibé. Que la dite commission rogatoire a été prise pour donner suite au réquisitoire supplétif de M. le procureur spécial près la Criève en date du 27 juin 2022. Qu'à l'analyse des 10 procès-verbaux, il ne ressort aucun élément nouveau à charge contre l'inculpé et de nature à le maintenir en détention provisoire. Ça, c'est le juge qui le dit. Il n'y a aucune charge contre le prévenu pour qu'il soit maintenu en détention provisoire. Enfin, il reconnaît que ce que le premier juge disait 4 fois, en disant que conformément à l'article 235 du Code de procédure de la Guinée, il n'y a pas lieu de détenir M. Fofana en prison, parce qu'on pouvait même continuer l'information, même s'il est en prison, que les charges qui pèsent sur lui ne sont pas graves. Ce sont les infractions visées qui sont graves, qu'il faut faire la différence entre les infractions et les charges. Le juge de la Chambre de contrôle n'a jamais compris cela. C'est en fait le 16 janvier qui donne raison au juge et qui nous donne raison, par un arrêt du 16 décembre. Et le procureur spécial qui n'a rien compris, qui comprend d'ailleurs, mais peut-être qu'il reçoit des ordres, nous en sommes sûrs et certains, a fait un pourvoi pour maintenir M. Kassori en prison. Mais il ne s'est pas arrêté là. Le juge de la Chambre de contrôle, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, qui a été constant dans la procédure, qui depuis le mois d'avril a toujours accordé à M. Fofana la liberté provisoire. C'est le procureur spécial qui toujours a fait appel, et c'est la Chambre de contrôle toujours a infirmé les décisions de ce juge-là. Et maintenant il lui donne raison. Voilà ce qu'il dit, la Chambre de contrôle. Considérant que ce sont les dispositions de l'article 35 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut recourir à la détention provisoire que s'il est démontré
que le recours au contrôle judiciaire est insuffisant. Nous l'avons déjà dit, l'article 235 s'applique. C'est maintenant qu'il le reconnaît. Il dit qu'à la lecture même sommative des pièces versées au dossier de la procédure, il ressort qu'à ce stade de la procédure, que rien n'indique en quoi le recours du contrôle judiciaire serait un risque pour la bonne continuation de l'information judiciaire, qui est d'ailleurs en phase de règlement. Il reconnaît qu'aujourd'hui, le recours au contrôle judiciaire peut bien s'appliquer à l'espèce à M. Fofana. Il continue que les suspicions relatives à une quelconque collision entre l'inculpé et ses co... Je ne vois pas bien. Ne saurait préposer car l'inculpé est poursuivi pour des infractions économiques et financières dont les éléments matériels sont établis sur la base de documents et pièces comptables. Considérant qu'il n'est pas superfétatoire de nuancer la gravité des faits et la gravité des infractions. Lui-même, il nous rejoint. Il dit qu'il faut faire la différence entre la gravité des faits et la gravité des infractions. Nous l'avons toujours dit, parce que le juge a toujours dit M. Fofana a commis des faits graves, donc il faut le maintenir en prison. Or, aucun élément du dossier ne montrait ces faits-là. Il visait les infractions, il ne visait pas les faits. Et aujourd'hui, c'est le juge de la chambre du contrôle qui lui dit attention, il faut faire la différence entre les faits incriminés et les infractions visées. Ce sont les infractions visées qui sont graves, mais pas les faits. Il nous donne entièrement raison. La chambre de contrôle, c'est-à-dire la cour d'appel, il nous donne entièrement raison. Que la gravité des infractions est relative. C'est lui qui le dit. Le juge qui le dit, il nous donne entièrement raison. Cela veut dire que je ne peux pas continuer à lire ça, mais je peux vous dire que le juge de la chambre de contrôle nous a donné parfaitement raison et nous a dit que le fait même de poursuivre maintenant M. Fofana, c'est vraiment superflu, c'est même inutile, parce qu'il n'y a aucun élément du dossier qui permet de le poursuivre. C'est pourquoi nous avions demandé d'ailleurs le non-lieu. Dire que maintenant, on ne doit plus poursuivre M. Fofana parce qu'il n'a plus de fait pour le poursuivre. Mais malheureusement, à notre surprise, le juge vient de prendre une ordonnance de renvoi de M. Fofana devant le tribunal pour être jugé des délits de détournement de deniers publics, de blanchiment d'argent, et il a disqualifié la corruption des agents publics. Et que M. Kout, il n'a jamais corrompu personne, mais qu'il a détourné de l'argent, il a fait du blanchiment d'argent, il s'est enrichi illicitement. Voilà les trois chefs d'inculpation. Et en même temps que le juge prenait cette décision contre M. Fofana, les deux autres collègues de M. Fofana qui sont également ministres, mais qui sont devant d'autres cabinets d'instruction, les mêmes juges, les trois juges, ont pris la même décision avec les mêmes délits de renvoi et en disant que le délit de corruption ne s'applique pas aux trois autres. Cela veut dire qu'il y a une concertation entre les trois juges. C'est comme les trois juges sont coordonnés quelque part pour prendre la première, on me dit, pour prendre la même décision concernant les mêmes personnes. Comment est-ce possible s'il n'y a pas une coordination quelque part? C'est pourquoi nous sommes sceptiques. C'est pourquoi nous disons qu'il se prépare quelque chose. Comme ils l'ont fait pour les renvoyer devant le tribunal. Ils peuvent le faire pour les condamner sur des bases fallacieuses. Et ce que nous n'allons pas accepter. Et c'est l'objet même de cette conférence de presse. Pour dire qu'il se prépare quelque chose. On ne peut rien reprocher à M. Fassoni.
Il est renvoyé devant le tribunal. Pourquoi? Ils disent que c'est la première fois que le procureur, le juge nous dit Michel Kassori est poursuivi pour avoir détourné 15 milliards de francs guinéens. C'est la première fois. Depuis l'enquête préliminaire jusqu'à présent, nous avons demandé au juge, dites-nous combien nous avons détourné, où, quand et comment. Ils ne l'ont jamais dit. C'est dans l'ordonnance de renvoi. Aujourd'hui, il se réveille un bon matin. Ils disent, on vous renvoie, M. Kassori, devant le tribunal, parce que vous avez détourné 15 milliards. Où? Il y avait un projet qu'on appelle le projet Mamri. Le financement de ce projet était estimé à 15 milliards. Le budget. Je ne peux pas, moi, croire que les juges ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un budget. C'est pas possible, ils le savent. Ils le font exprès. Le budget, c'est une prévision. Dire un budget, c'est 15 milliards, ça ne va pas dire qu'on a 15 milliards ici. On va chercher les 15 milliards. Même le budget de l'État, c'est comme ça. Alors, Michel Kassori n'a jamais géré le budget de ce projet-là. Et c'est établi. Là, son directeur financier qui a été entendu, a dit que Michel Kassori n'a jamais géré ce budget-là. Et un beau matin, on lui dit, vous avez détourné tout le budget. Les 15 milliards du projet Bamoni. Et on vous poursuit pour ça. Mais c'est de la mascarade. Un élève de première année de droit même ne peut pas comprendre cela. Comment vous bouffez tout un budget? Comment on peut bouffer un budget de 15 milliards? Une prévision de 15 milliards, comment on peut le bouffer? Et c'est pour cela qu'il est renvoyé. Et on part de là pour dire, donc vous vous êtes enrichi illicitement. Donc vous avez planché de l'argent. Donc on va vous juger pour ça. Et c'est inadmissible. Michel Kassori Fofana, quand il quittait le poste de la primature en tant que Premier ministre, il a laissé dans ses caisses à la Banque centrale. C'est-à-dire qu'il n'a même pas ses fonds spéciaux. Les autres premiers ministres, ils prenaient les fonds spéciaux, ils les mettaient dans leur compte personnel. Michel Kassori n'a jamais fait ça. Il a toujours laissé l'argent à la Banque centrale. Et il a légué 2,7 milliards guinéens. 2,7 milliards. Quelqu'un qui bouffe 15 milliards, est-ce qu'il va laisser 2,7 milliards dans les comptes de la Banque centrale? Et on dit qu'il a détourné de l'argent. Ce n'est pas vrai, c'est faux. On veut le liquider politiquement, c'est ça la vérité. C'est une liquidation politique et pas judiciaire. Et c'est pourquoi nous nous posons deux conditions pour qu'il y ait procès. La première condition, c'est que tous les dossiers pendants devant la Cour suprême qui ont été initiés au cours de l'instruction de l'information soient vidés par la Cour suprême d'abord. On ne peut pas comme ça. Alors qu'il y a des incidents de procédure devant la Cour suprême tendant à la mise en liberté définitive de Michel Kassori, lui dire vous allez en jugement. Ce n'est pas possible. La deuxième condition, pour qu'il y ait jugement, il faut que ce jugement soit traduit. Pas traduit, mais il faut que ce jugement soit diffusé publiquement par la télévision et les radios. Pour que le peuple guinéen, au nom de qui la justice est rendue, soit témoin de la procédure des faits. Il faut que le procureur spécial prenne ses réquisitoires publiquement devant le peuple guinéen pour dire ce qu'il reproche et qu'il le démontre devant le tribunal parce qu'il s'agit de preuves. Il faut qu'il le fasse. Nous le défions. S'il a des preuves, il n'a qu'à brandir ses preuves devant le peuple guinéen parce que la justice est rendue au nom du peuple guinéen. C'est à ces seules conditions que nous accepterons qu'il y ait procès. Nous voulons qu'il y ait procès. Nous sollicitons qu'il y ait procès. Parce que nous sommes pressés de défendre M. Kassori, mais il faut qu'il y ait des témoins. Il faut que le peuple soit témoin de ce procès-là. Nous ne sommes pas l'ami du sacrifice. Il ne faut pas en catimini qu'on organise un procès, qu'on vienne nous délivrer une sentence qui a même été écrite depuis longtemps. Ce n'est pas possible. Tout est possible. Nous sommes convaincus maintenant que nous sommes en face
des personnes conscientes, des magistrats compétents, qui connaissent le droit, mais quelque part, nous soupçonnons une manipulation et nous ne l'accepterons pas. Nous voulons un procès équitable, un procès digne de son nom, un procès rendu au nom du peuple guinéen. Et nous sommes prêts à avoir un procès diffusé largement par les radios et les télévisions ici en Guinée. Et nous ferons face. Sinon, nous préférons enlever nos robes, laisser M. Fassori entre ses bourreaux. Ils en feront ce qu'ils veulent. Je vous remercie. À bientôt. Et la lutte continue. C'est loin, à tout à l'heure, je t'appelle. C'est beau. Avec la permission de Monsieur le bâtonnier, on va sur le doigt de C, Ousmane, qui a déjà fini de tousser à l'essentiel. Mais nous sommes surpris que les juges refusent leur indépendance en République de Guinée. L'indépendance, c'est dans le texte des lois, mais c'est dans la tête du juge. Il préfère rester un agneau que d'être magistrat qui applique la loi, qui n'a de compte à rendre qu'à la loi. Quand vous lisez l'ordonnance de renvoi de Dr Ibrahima Kassori Fofana, je commence par lui avant de continuer avec Dr Diané, vous allez remarquer qu'il est renvoyé pour avoir détourné 15 milliards de francs guinéens. En résumé, tout ça pour ça. L'ensemble des bruits font membrer 46 millions de dollars. Plage à diamant, les bateaux de pêche, propriétaires d'une banque aux États-Unis. Malgré tout, on a fixé des ordonnances avec des cautions de 30 milliards ici. Au bout du rouleau. Mais le problème des 15 milliards attribués aussi, je me demande c'est par quelle conscience professionnelle l'ordonnance a été rédigée. Quand vous voyez la page 23, qu'en plus, sur instruction du coordinateur général, un montant de 3 milliards a été ponctionné, des 15 milliards transférés à Agnès dans le cadre du programme d'urgence. C'est le juge qui passe à l'aveu qu'il y a eu un montant de 3 milliards qui a été décaissé sur 15 milliards transférés à Agnès comme programme d'urgence. Et il dit que Ansman Kamara, qui est le gérant de cela, est en fuite. Et il renvoie au dispositif. C'est ce qui fait mal au droit pénal. Lui-même, il reconnaît que ça a été transféré à Agnès.
où 3 milliards a été décaissé. Et il dit, renvoyons, ordonnons cependant le renvoi devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières, la CRIEF, des chefs de détournement de 15 milliards. Vous, dans vos motivations, vous allez noter à la page 23, transférer à l'agence Agnès. Et vous renvoyez Kassory comme si c'était lui le gérant, et vous dites que le gérant est en fuite. Et si on nous disait le 6 avril qu'on a détourné 15 milliards, avec les comptes déjà gelés, avec les saisies immobilières, est-ce qu'il peut être détenu illégalement sans aucun acte de détention? À part le mandat du 6 avril 2022, le juge d'instruction devant la chambre de contrôle, le 31 mai a décerné mandat. Mais dans sa décision, ça n'a jamais été notifié, ni rédigé, ni déposé à la maison centrale. Et comme le mandat de dépôt de la flagrance a été contourné, a été déclaré nul et caduc, dès la première comparution d'ailleurs, alors techniquement, nos clients sont en détention, Dr Mohamed Gane, Oye, Guilabogui et Dr Brahma Kassory Fofana sont en détention sans aucun acte. On a adressé un PV de constat. Alors, ce qu'on ne peut pas admettre, Oye, Dr Gane, Dr Kassory, on prononce, on rend l'ordonnance de règlement à la même date par 2 cabinets d'instruction, et curieusement, l'infraction de corruption a été supprimée par un non-lieu de façade ou faisant semblant de juger. Plus grave, on les renvoie automatiquement à la même date. Et le procureur sous ordre de la transition court pour organiser un procès de suicide. Mais nous lançons le défi. Il n'y aura pas de procès tant que la Cour suprême ne termine pas. Nos clients vont comparaître en prévenir libre. Il ne fera pas de procès tant que nos clients sont en détention. Nous, déjà 1 an de détention illégale de séquestration, Cabri Mort n'a pas peur de couteau. Dr Kassory refuse un procès de façade. Dr Mohamed Gane refuse un procès de complaisance. Nous allons au procès en tant que prévenu libre, digne et indigne. Personne n'est supérieur à personne à la République de Guinée. Et personne ne peut intimider personne à la République de Guinée. C'est pour nous tous. Que ça cesse. Que la manipulation cesse. On a fini d'humilier la magistrature. On a fini d'humilier la profession des magistrats à la République de Guinée. Même au régime Conté, on n'a pas agenouillé le droit à ce point. Qu'on arrête désormais. Le peuple a une dignité. Et ça sera respecté. Et à tout prix. Advienne que pourra. On arrête d'effrayer les Guinéens. Les Guinéens de Samori Touré, qu'on cesse d'arrêter. Les Guinéens de Dina Salifou. Qui peut intimider un Dina Salifou? Maître Sampil est assis. Qu'on arrête. On a une dignité. Nous sommes Guinéens. Au même titre que les autres. Qu'on arrête de nous humilier. Par simple ordonnance, on dit que ça a été transféré à une agence et on dit qu'Kassory est poursuivi pour avoir détourné le fonds transféré à une agence. De qui se moque-t-on en République de Guinée? Et vous nous invitez à un procès politique devant les magistrats sous ordre d'une transition. Vous ne voulez pas un procès parce que nous, on ne va pas venir contribuer à la mort du droit pénal en République de Guinée. Vous venez vers Dr Mohamed Gane. C'est le cabinet d'instruction, 2e section cette fois-ci, qui explique que le budget du ministère de la Défense, qui est rattaché directement à la présidente de la République, variait
jusqu'à hauteur de 240 milliards. Que ce budget est logé dans plusieurs comptes à la Banque centrale de la République de Guinée, que son exécution, le circuit des finances, du ministère des Finances et de l'Économie, du ministère du Budget, de la Direction nationale du Trésor, pour aboutir enfin au compte du ministère de la Défense, et ce compte est administré par l'intendant général. C'est le juge qui donne, hein. C'est à la page 3. Vous renvoyez Dr Ghané, l'intendant général là est à son compte, à son poste encore, le colonel Gausso. De qui se moque-t-on en République de Guinée? Vous dites, vous faites l'analyse que l'argent du ministère en charge de la Défense est logé dans un compte à la Banque centrale. Ce compte est administré par l'intendant général. Vous terminez une audition de 2 ans, 1 an d'ailleurs devant le cabinet d'instruction. Depuis le 5 septembre, nos clients, les comptes sont gelés, on les a refusés tout. On a fait 2 mois à la gendarmerie. Ça fait 9 mois on est devant le cabinet d'instruction. Personne n'a interrogé l'intendant, ni à la gendarmerie, ni devant le cabinet d'instruction. Et vous demandez à Dr Ghané d'être jugé pour justifier ce budget. On arrête. Il ne faut pas tromper le peuple. Comment on peut juger Dr Ghané sans l'intendant? Celui qui établit le chéquier, celui qui fait le retrait, il est au même poste, il exerce, il manipule le même budget. Alors il est en détention inutile. C'est de la séquestration, c'est de la suppression politique. Mais malheureusement, de mettre la justice sous ordre de la politique, c'est ce qui est gênant. Le droit n'a jamais été aussi agenouillé en République de Guinée que sous la phase de cette transition. De l'histoire politique de la Guinée de 58 à nos jours. On peut même faire semblant, mais de façon flagrante, de façon regardée, humilier les citoyens, sans tenir compte de leur dignité. Sinon, Dr Ghané, il y a eu la saisie pénale immobilière sur des immeubles même n'est pas censé l'appartenir. Sinon, Dr Ghané, il y a eu gel des comptes. Et on a fixé la caution à 2,5 milliards finalement. On protège son intendant, les 3 intendants généraux, colonel Kouyaté, colonel Kaba, colonel Gaussou, on les protège et on dit de venir justifier le budget. On ignore d'ailleurs que les fonds publics là, c'est l'Assemblée qui contrôle l'activité gouvernementale. Nous avons beaucoup, c'est pourquoi on vient un procès public. Comme ils sont amateurs en droit, ils croient tricher le peuple de Guinée, on va démontrer. C'est fini le cabinet d'instruction. C'est l'instruction qui est secrète. Mais le débat, l'inquisitorial est fini. On est maintenant à l'accusatoire. Il y aura un procès public et équitable. Donc, on ne va pas essayer de retenir longtemps la presse. C'est pour dire qu'il y a eu des ordonnances en catimini. Ce sont eux-mêmes qui se ferment la porte. Si nos clients étaient en liberté provisoire, avec des garanties déjà suffisantes, il peut y avoir même 3 ans d'enquête. Mais comme eux-mêmes refusent, et la loi exige 4 mois renouvelables une fois, et en matière de détournement de deniers publics, au pire, ça ne dépassera pas 12 mois, ce sont eux-mêmes qui se sont enfermés. Et c'est gênant que ce procureur très spécial qui piétine le droit sur l'ordre de la transition sans même conseiller la transition sur la légalité de la République de Guinée, ayant démissionné, refusé de conseiller de la réalité puisque le militaire ne connaît pas le code. Si tu es sincère devant lui, tu peux lui expliquer comment ça se passe. Vous voulez sacrifier nos hommes politiques, ça ne se passera pas comme ça. En tout cas, leur suppression sera décidée autrement, mais ça ne passera pas par la justice. Parce que la justice ne peut pas être l'instrument des politiques. Ce n'est pas une lutte pour Kassori, c'est une lutte pour l'état de droit, c'est une lutte pour la dignité, ce n'est pas une lutte pour Dr Ghané, ce n'est pas une lutte pour Oye, c'est une lutte pour la dignité. Et ça peut arriver à n'importe qui en République de Guinée. Nul n'est à l'abri désormais. Le navire tangue, c'est extrêmement grave. C'est pourquoi, pour ne pas retenir, on refuse
tout procès de montage, de l'échafaudage, de feux d'artifice, tant que la Cour suprême ne termine pas. Si les magistrats de la Cour suprême refusent de dire le droit, c'est leur problème. En fin de carrière, Cabri Mbon n'a pas peur de couteau, ils n'ont qu'à dire le droit. Les jeunes magistrats de la CRIEV ont décidé d'ordonner la liberté. Pourquoi vous vous refusez après 30 ans de carrière? Qu'on arrête. Assumez-vous. La Guinée, c'est pour nous tous. Donc, les doyens sont là. L'essentiel, il n'y aura pas de procès tant que nous ne sommes pas prévenus libres. Parce que c'est simple plaisanterie. Et nous, on n'est pas là pour faire le jeu de Colin Maillard, Osa gagné, Osa perdu avec eux. À lui, on refuse. Je vous remercie. Colin Maillard, vous ne connaissez pas? Et je vous remercie donc de me donner la parole, M. le bâtonnier Sampil, que je prends avec honneur et que j'essaierai d'exprimer ma vue sur ce dossier de la façon la plus véhémente que faire se peut et compréhensible dans une certaine mesure, si toutefois les moyens me sont donnés. Après donc l'intervention de Maître Birité et de Maître Sey, je ne veux pas être long. Nous sommes à une étape cruciale de cette procédure qui consiste à souligner que, à vous expliquer que depuis, je pense bien, voilà, à la date du 31 janvier, il a été porté à notre connaissance par le greffe de la Chambre de l'instruction de la CRIEF, ou bien cette fameuse ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant la Chambre de jugement. Ça veut dire quoi? Que les infractions qui avaient été au préalable reprochées au Premier ministre Kassori Fofana, au ministre Oyebe Avogui et le ministre Mohamed Djani, il y a toutes ces infractions n'ont pas été reconduites automatiquement. Il y a eu une qui a fait l'objet d'imputation que moi je qualifierais d'aveugle. Parce que tout simplement, il me semble que les magistrats ont voulu donner à nous une certaine allure de leur indépendance pour essayer de tromper notre stratégie. Mais nous apercevons absolument que cela n'est pas possible. C'est pourquoi vous verrez dans cette ordonnance que l'infraction de corruption a été, et bien entendu, éliminée par les juges. Mais on ne sait pas sur la base de quoi. Parce que nous, à notre souvenance, chaque fois qu'on a comparu devant les magistrats instructeurs, il a apparu tout simplement qu'il s'abattait beaucoup plus sur les faits de la corruption que sur les autres éléments infractionnels, à savoir l'enrichissement illicite, le blanchiment de capitaux et le détournement de deniers publics. Systématiquement, cela a été. Donc, nous avons été surpris et que cette infraction disparaisse sans qu'on nous explique réellement. En tout cas, pour moi, l'ordonnance ne se suffit pas pour qu'elle m'explique fondamentalement pourquoi cette infraction a disparu. Et pourquoi les trois autres n'ont pas également bénéficié du même traitement. C'est ce qui est paradoxal. En aucun moment, vous ne verrez à la lecture de cette ordonnance-là du 31 janvier que de façon convaincante, avec démonstration caractéristique, que les faits de blanchiment de capitaux, d'enrichissement illicite, de détournement ne soient établis comme cela se doit en bon droit.
C'est-à-dire que le juge nous explique que ces faits sont établis de façon irréfutable et que ces faits rentrent dans la qualification juridique de telle infraction. Cela n'est pas démontré. Et puisqu'ils ont manqué, qu'ils m'excusent, de courage, je les salue parce qu'ils ont fait beaucoup. C'est vrai, il faut le reconnaître. Mais ils n'ont pas voulu aller jusqu'au bout. Parce qu'ils devraient aller jusqu'au bout en disant que ces infractions au nombre de 4, aucune n'existe parce que les faits que le procureur a fournis, a délivrés au cabinet de l'instruction ne sont pas établis en droit. Et les qualifications juridiques aux qualifications juridiques qui devraient être conformes à ces faits, eh bien, on ne peut pas l'établir. Donc, il n'y a pas de preuve en définitive établissant, et bien entendu, les infractions de détournement, de deniers publics, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. Ça aurait été trop facile. Parce que le parquet, en aucun moment, et nous vous le disons en toute connaissance de cause, pour avoir vécu en présence du parquet, les accusations qu'il a portées contre nos différents clients, il n'a jamais réussi à rapporter la moindre preuve, ni de détournement, ni d'enrichissement illicite, ni de blanchiment de capitaux. Puisqu'on ne peut plus parler de corruption. Dès lors que les juges ont décidé de son élimination. Alors, aujourd'hui, nous avons établi une conduite à tenir, une ligne directionnelle, qui a consisté à opposer notre désaccord par rapport à cette ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le juge. Et cela, semble-t-il, ne serait pas du tout dans les calculs du parquet parce qu'il veut se précipiter pour aller livrer nos clients à l'abattoir. Comme M. Vérité l'a souligné, ça, c'est quelque chose que nous n'allons jamais accepter. Et nous sommes prêts à nous battre. Et cette bataille-là commence aujourd'hui pour vous informer que cela, nous ferons tout, nous utiliserons toutes les voies légales pour ne pas que nos clients comparaissent, comme on le dit, en arrivant de la maison centrale, c'est-à-dire dans une situation de détention que nous avons toujours dénoncée. Vous remarquerez que cette détention, comme mes prédécesseurs l'ont souligné, est une détention arbitraire. C'est une séquestration. Aujourd'hui, le Premier ministre Kassori et le ministre de la Défense d'alors, M. Mohamed Diané, et le ministre de l'Environnement d'alors, M. Oye Ilavoki, sont en détention par le fait du prince. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un prince qui décide en lieu et place de la justice pour ce qui est de la situation carcérale de nos clients. Ça, nous le dénonçons parce qu'il n'y a aucun titre juridique à date qu'on pourrait nous démontrer, en vertu duquel nos clients se trouvent être en détention. Et dès lors qu'il n'y a pas de titre juridique de détention, on ne peut qualifier la situation de la personne incarcérée que d'arbitraire et de séquestration. Voilà ce qui se passe, c'est très simple. Donc aujourd'hui, nous vous annonçons déjà qu'il va falloir que le peuple de Guinée, et bien entendu, soit averti, soit informé dûment de la situation illégale de la détention de nos clients. Nous l'avons dénoncé auparavant, mais aujourd'hui encore, cela est beaucoup plus important pour nous, et de le dire de façon véhémente devant vous, que c'est une situation qui est devenue inacceptable. Nul n'a le droit, fût-il au moment de la transition, fût-il un procureur spécial,
de disposer illégalement de la liberté de son prochain. Mettons-nous à côté les considérations d'ordre politique. Mais il s'agit d'une question purement humaine. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique qu'un humain ne se soucie pas de la situation de son prochain? Moi, c'est cette équation que je me pose aujourd'hui. Pourquoi on se réjouirait de la détention encore illégale de son prochain? Pour quelle raison? La politique n'explique pas tout. Quand on veut faire de la politique, on l'a fait, mais en dehors de la justice. Mais lorsque la politique rentre par la porte du palais de justice, la justice sort par la fenêtre. Et c'est ce qui se passe. Mais nous avons confiance à la loi, car c'est elle seule qui gouvernera à la fin. Quiconque ne se conforme pas à la loi, il sera rattrapé par la même loi. On voit les exemples. Suivez mon regard. Il faut se conformer à la loi, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Nous, avocats ici présents, nous n'avons que seule arme, cette loi, et qui est dans la plupart du temps bien écrite, connue par tout le monde, y compris les juges, y compris par le gouvernement, y compris nous les avocats, parce que c'est la seule chose que nous partageons et que nous avons en commun. Pourquoi faire autre chose que d'appliquer la loi? Nous sommes là pour leur servir la bonne facette de la loi, conformément, bien entendu, aux intérêts de nos clients. Il appartient au juge que lorsque les faits qui ont été portés à sa connaissance ne sont pas conformes aux qualifications juridiques, de tirer les conséquences de droit. C'est ce qu'on voulait lui demander, au lieu de rendre une ordonnance de non-lieu partiel, il fallait rendre une ordonnance de non-lieu total. Nous mettons au défi le parquet spécial de la Trièvre de nous démontrer la preuve de détournement d'un bien quelconque par ces trois personnes qui sont illégalement détenues à date. Personne ne pourrait vous articuler ça, parce que je suis sûr d'une chose, que si cela existait, tout le peuple de Guinée aurait été abreuvé par ces preuves aujourd'hui. Parce qu'il y a des considérations politiques, certes, mais on aurait pu au moins démontrer avec conviction, irréfutablement, que voilà les preuves que le Premier ministre Kassori est impliqué dans une affaire de détournement. Et que nous, avocats, comme une coupe notre élan de défense en nous montrant, voilà, il a détourné tel montant qui lui a été remis pour tel besoin. Il n'a pas satisfait aux besoins, il a pris le montant, il l'a amené ailleurs. C'est pourquoi M. Sey disait tout à l'heure, l'affaire de 15 milliards qui apparaît ici. Mais c'est la première fois. Avant, on nous servait qu'il avait détourné 46 millions de dollars dans le projet de Mamri. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Et c'est le parquet qui a transposé via un rapport pour dire qu'il y a 46 millions qui manqueraient dans les caisses de Mamri et que cela était le fait imputable à M. Kassori Fofana. Rien n'en a été. Ça a été un simple discours tenu de façon superfétatoire et qui nous a été servi devant le cabinet d'instruction. Mais cela n'a jamais été. Le juge n'a jamais été convaincu. Il en est de même du cas de 15 milliards. Là où 46 millions n'ont pas prospéré, pourquoi 15 milliards? Si ce n'est pas une création imaginative de la part de la Chambre de l'instruction. Ça ne peut être que ça. Mais cessons d'accuser avec faiblesse, avec légèreté, parce que ça ne peut pas emporter la conviction d'un juge pétri de droit, pétri de courage. Nous savons dans quelles conditions cette ordonnance a été rédigée. Nous avons vu la précipitation par laquelle on nous a invités
venir prendre connaissance du dossier et que par la suite, on nous sert ça. On savait. Parce que tout simplement, les instructions ont été données dans ce sens-là. Nous invitons humblement la justice et les personnes qui la proposent d'agir avec sérénité dans l'intérêt du peuple de Guinée, au nom duquel les décisions sont rendues. Donc, il va sans dire que nous, on n'ira pas par le dos de la pierre. Si nos clients sont accusés de façon anormale, nous dénoncerons cette façon et nous allons combattre et nous allons nous battre conformément à la loi à l'effet de les tirer de ce mauvais pas qui ne va pas durer. Ça va passer. Dans la vie, tout passe, quelle que soit la gravité de la situation. Et nous, à partir de l'instant, nous sommes convaincus, suivant l'analyse des faits, et nous sommes confortés depuis cette ordonnance-là, que la position du parquet, elle est bancale. Elle ne tiendra pas debout longtemps, car nous allons essayer de faire en sorte de démontrer tout à fait le contraire de cette position. Et cette démonstration-là est que nos clients n'ont jamais, en aucun moment de leur gestion, eh bien, profité de leur situation administrative, c'est-à-dire détourner des deniers publics, blanchir des capitaux et s'enrichir illicitement. Si vous prenez l'infraction de l'enrichissement illicite, le procureur n'a jamais mis en demeure aucun de nos clients qui soit amené à faire des déclarations sur son train de vie qui dépasserait les moyens légaux de subsistance. En aucun moment. C'est une accusation qui est tombée comme un couperet comme ça. Et dans cette mesure-là, le juge devrait aller dans cette analyse, comme on l'avait soulevé à l'époque, pour dire qu'il n'y a pas également matière à enrichissement illicite. Il ne devrait pas retenir là non plus. Donc nous sommes surpris du fait que le juge ait retenu ces trois autres infractions. Mais nous ne perdrons pas espoir. Aujourd'hui, nous sommes en face de 3 chefs d'inculpation au lieu de 4. C'est un espoir que ça crée. Les juges, peut-être qu'ils vont par étapes. Et nous sommes convaincus. Voilà. Il y avait la complicité de ces différentes infractions. Aujourd'hui, qui ont disparu, mais puisqu'il ne l'a pas souligné, peut-être que ça a été un oubli. Donc, vous remarquerez, je vous donnerai également un exemple typique de l'inexistence de l'infraction du denier public. Le cas de M. Mohamed Diané. C'est parlant. On lui met dessus le détournement de 17 pick-up. 17 pick-up. Qui ont été fournis après paiement naturellement fait par l'intendant général d'alors. Les 17 pick-up ont fait l'objet de bons de livraison mis à disposition des officiers généraux de l'armée qui sont là et qui roulent dans ces différents pick-up et qui fait l'objet de ce contrat. Tous les documents commerciaux du début, c'est-à-dire de la commande, jusqu'à la livraison, de façon irréfutable, nous allons démontrer cela aussi. Voilà dans quelle situation nos clients se retrouvent. Il est inadmissible qu'on accuse sans avoir à mettre à disposition les preuves qui pourraient être des preuves imputables à ces personnes. Imputables. Mais nous sommes aujourd'hui dans un système judiciaire qui arrête des personnes, qui les emprisonne, les détient illégalement et ensuite qui se met à rechercher des preuves. Alors que ça devrait être l'inverse. Nous sommes un État dit de droit. Il faut qu'on essaie de le rendre un État de droit. Je vous remercie, M. C'est votre tour d'intervention.
Alors, je vous remercie. Je ne vais pas vous retenir très longtemps parce que mes confrères qui m'ont précédé ont brillamment exposé la situation judiciaire de M. Kassori Fofana, du docteur Diané et de Guillaume. Alors, la première chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que, quand même, quoi qu'on puisse dire, la justice guinéenne a déclaré dans son ordonnance de règlement, qui est une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi, que nos clients ne sont pas des personnes corrompues. On ne peut pas cracher dessus. Nous sommes dans un environnement économique et judiciaire très difficile. En Afrique de l'Ouest, il y a de forts programmes de lutte contre la corruption. Moi, je me réjouirai toujours qu'une décision de justice, fût-elle critiquable, déclare publiquement que mon client, qui a exercé des fonctions publiques au plus haut sommet pendant de nombreuses années, qui a fait plus de 20 ans, voire 30 ans dans la fonction publique, qui a eu à gérer des ressources, que cette personne n'est pas une personne corrompue. Ça, c'est un motif pour moi et pour la défense de satisfaction à l'endroit de M. Kassori Fofana, du docteur Diané et de Guillaume. Alors, ceci dit, nous sommes un peu surpris, il faut l'avouer, d'avoir été renvoyés pour les autres chefs d'inculpation. Pourquoi nous sommes surpris? Nous ne sommes pas surpris parce qu'on avait un optimisme béat, etc. Nous sommes conscients, expérimentés tous, que c'est une affaire politico-judiciaire. Et dans les affaires politico-judiciaires, l'État ne laisse pas tranquille ses juges, l'État met la pression sur les magistrats. Mais tout dépend de jusqu'où on met le curseur. Nous, on était satisfaits des décisions qui ont été rendues en matière de liberté par la Chambre de l'instruction. Même la Chambre de contrôle de l'instruction qui nous a infirmé et annulé beaucoup de nos décisions obtenues de haute lutte, s'est repris et en décembre, comme vous l'a expliqué Ousmane, elle a décidé enfin de dire le droit et de dire que nous ne méritions pas de rester en prison. Maintenant, je vous pose la question. Une fois que les juges d'instruction et la juridiction supérieure, qui est la chambre de contrôle de l'instruction, ont décidé que nos 3 clients ne devaient pas rester à la prison centrale. Pourquoi, jusqu'au moment où on parle du renvoi du procès, nos clients gardent encore prison? Ça, c'est la première chose. Comment se fait-il que nous, si nous saisissons la Cour suprême, pour M. Kassori Fofana et les autres, on demande, parce qu'on a droit à la justice, c'est nous qui avons saisi la Cour suprême contre les décisions de la Chambre de contrôle. Depuis le mois de juillet, pour demander à la Cour suprême de nous répondre. Pendant 6 mois, nous sommes au 7e mois, la Cour suprême de Guinée refuse de répondre à notre demande. Mais nous, notre demande, c'était d'avoir un procès contre le parquet spécial et de faire en sorte que cette affaire soit jugée, qu'on gagne, qu'on perde, mais au moins on a une réponse de la justice guinéenne. Depuis le mois de juillet, on demande, on n'a pas de réponse. Et depuis hier ou avant-hier, le 31 janvier, le procureur dit que lui, il veut aller au procès. Comme l'a dit le bâtonnier Kouyaté en introduction, pourquoi est-ce que la demande d'organisation d'un procès du procureur spécial de la CRIEF devrait être traitée et aller plus vite que notre demande qui a été introduite depuis le mois de juillet pour Kassori Fofana?
Ça, on n'a pas besoin d'être, de faire les facultés de droit ou d'être un grand expert. C'est un sentiment de justice et d'injustice que n'importe quel citoyen guinéen peut mesurer ici et maintenant. Pourquoi lorsque nous demandons, on ne nous répond pas pendant 7 mois, et le procureur dit, je veux un procès la semaine prochaine, et il faut que toute la République se lève pour organiser, prendre une salle de la cour d'appel, ou bien n'importe quelle autre juridiction, et traîner nos clients devant là-bas. Ça, vraiment, j'ai préféré commencer par une question qui était simple, pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond dans la distribution de la justice, malheureusement, en Guinée. Mais heureusement qu'il y a des avocats, ici et d'ailleurs, et que dans la constitution guinéenne et même dans la charte de la transition, la défense est un droit absolu. Et c'est pour ça que nous sommes là pour défendre les citoyens guinéens. Le deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est que quand même, il faut que l'opinion publique nationale et internationale se pose la question de savoir à quoi ça sert d'organiser un procès dès lors que les droits des personnes qui doivent comparaître dans ce procès ont déjà été violés, mais plus d'une dizaine de fois. À quoi ça sert? Le procès, dans la constitution guinéenne, dans tous les instruments juridiques nationaux, internationaux, sous-régionaux de protection et de promotion des droits de l'homme, le procès doit être équitable. Mais comment un procès peut être équitable si la procédure commence par une arrestation arbitraire? Je ne sais pas si on se comprend bien. Si on fixe la date du procès au 30 avril ou au 30 mai, je demande à quoi ça sert à l'État guinéen d'organiser avec le procureur spécial de la CRIEF une audience, un procès que la terre entière sait déjà qu'elle n'est pas équitable en raison des multiples violations depuis 9 mois et qu'elle ne le sera pas pendant le procès. Comment un procès est équitable? Comment un procès n'est pas équitable? Il n'est pas équitable si la détention est arbitraire. Un procès ne peut pas être équitable si la présomption d'innocence est violée. Un procès ne peut pas être équitable s'il y a inégalité des armes entre la défense et le procureur spécial. Un procès ne peut pas être équitable si les règles de procédure et le temps, la durée des mandats et le temps de l'instruction prévus par la loi guinéenne, le code de procédure pénale, ont déjà été dépassés et violés depuis longtemps. Pourquoi faire un procès que tout le monde sait qu'il ne sera pas équitable? Comment organiser ça, ce procès, alors qu'il y a encore des procédures pendantes devant la Cour suprême de Guinée, qui est la plus haute autorité de l'ordre judiciaire, qui refuse de nous répondre pendant 7 mois? Vous voyez, moi, j'essaie de vous donner des indices et des critères scientifiques qui permettent de voir que la procédure, elle n'est pas saine, elle n'est pas normale. Il ne faut pas qu'on vienne vous dire demain, dans d'autres conférences de presse, que ce soit ou des communications du procureur spécial ou d'autres personnes, qu'on vous dise que non, c'est une demande sociale, il faut refaire le pays, on veut faire la reddition des comptes, on veut voir comment les choses ont été gérées, il faut que chaque autorité qui a géré les affaires publiques puisse rendre compte publiquement. Non! Dans votre constitution et dans la charte de la transition, on fait la reddition de comptes, on demande des comptes aux anciens dirigeants en respectant les règles qui sont prévues par le code de procédure pénale et les lois guinéennes et les conventions internationales. Voilà pourquoi je pense qu'il faut expliquer, réexpliquer, lancer des alertes, dire aux autorités hiérarchiques du procureur spécial de ramener le parquet spécial à la raison, que les règles du jeu puissent se faire dans le fair play. Souvenez-vous, cette affaire a commencé par un soi-disant procédure de flagrant délit, juste après la gendarmerie. Donc, on disait que toutes les preuves étaient déjà réunies, etc., etc.
C'est au 7e mois qu'on a vu les rapports Mamri, etc. Heureusement que l'audience ne s'est pas tenue le 14 février ou le 14 avril ou le 11 avril, comme ça avait déjà été fixé. Donc, plus de 7 mois d'instruction. Je vous donne juste un seul exemple. Je ne vais pas faire comme mes brillants confrères, parcourir tout l'ordonnance d'instruction. Vous verrez que, pour dire que Kassori Fofana doit être jugé pour enrichissement illicite, voilà ce que disent les juges de la commission d'instruction. Que d'ailleurs, il a un compte aux États-Unis. Il a un compte aux États-Unis, dont les montants qui y figurent ne sont pas connus. Et alors, le procureur spécial a dit Urbi et Orbi, c'est-à-dire en ville et ailleurs, que notre client avait une banque aux États-Unis. Et c'est ça qui avait justifié son mandat de dépôt. 7 mois après, au moment de la clôture de l'instruction, on vous dit, bon, quand même, il faut qu'il aille s'expliquer devant le tribunal, devant la formation de jugement de la CRIF, parce que même s'il n'a pas une banque aux États-Unis, il a quand même un compte. Mais ce qui est frappant, c'est quand on vous dit qu'il résulte également de la procédure qu'il dispose d'un compte bancaire aux États-Unis, dont le solde et les fonds qui y ont transité ne sont pas connus. Mais si ce n'est pas connu, c'est qu'il est innocent. Ça veut dire que le juge écrit lui-même qu'il n'a aucune information sur le compte qui est aux États-Unis. Donc, n'importe quel Guinéen aujourd'hui qui a un compte à l'étranger doit aller s'expliquer devant le tribunal, même s'il est débiteur de 200 milliards de francs guinéens dans la banque, même s'il n'a pas un franc, le seul fait qu'il détienne un compte bancaire, c'est quand même extraordinaire. Je suppose qu'il y a beaucoup de Guinéens, parce qu'on les voit dans la diaspora, etc., qui ont la double nationalité et qui peuvent facilement ouvrir un compte. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont détourné l'argent du ministère des Finances, etc. Je vais vous donner un exemple concret. Mais aujourd'hui, j'ai fini avec le procès équitable, mais je rappelle quand même ce que mon excellent et brillant confrère Berreté a annoncé sans trop insister dessus. Vous savez, la prison, c'est comme un hôtel. Vous ne pouvez pas entrer en prison et y rester si vous n'avez pas un titre ou une réservation. Ce n'est pas possible. C'est la première fois de mémoire de plaideur, je pense que je suis à ma 24e année, que je vois un détenu pour lequel personne n'est capable de dire quel est son titre de détention, quelle est sa réservation dans la prison. Le mandat de dépôt du 5 ou 6 avril, la cour d'appel, enfin la juridiction d'appel, la chambre de contrôle a dit c'est caduc. D'ailleurs, une fois Berreté a failli le mettre dans sa voiture. Après une audience avec les juges d'instruction où on avait obtenu la liberté provisoire, la chambre de l'instruction nous a dit mais le mandat là, ça n'empêche pas, mettez-le dans votre voiture et partez. Il a failli le faire. Enfin, je voulais le mettre moi dans ma voiture. Après, les gardes pénitentiaires sont venus dire bon, on va aller quand même demander l'autorisation du procureur pour mettre les formes, etc. La justice n'a jamais considéré ce mandat du 5-6 avril comme un titre de détention. C'était le mandat du procureur. C'est pour ça qu'ils se sont organisés pour que, un mois après, le 31 mai, la chambre de contrôle décerne un mandat de dépôt en bonne et due forme. Et ce mandat n'est pas à la prison centrale. Donc, il n'y a pas de mandat. Même s'il était à la prison centrale, l'autorité judiciaire, la chambre de contrôle qu'il a décerné le 31 mai, a ordonné sa main levée le 16 décembre, puisqu'elle nous a accordé la liberté. Alors, ça fait 3 mandats, un caduc, un autre décerné qui n'est pas exécuté, ensuite qui a été levé en décembre. Quel est le titre de détention de M. Kassori Fofana aujourd'hui et des autres? C'est sur ça que les autorités de la transition devraient d'abord interroger leur procureur spécial avant même de songer à organiser un procès. Et c'est ça qui constitue un vice rédhibitoire, mais une telle
nullité qui va bientôt finir comme un désastre judiciaire qui ne fait pas honneur à la justice de ce beau pays qu'est la Guinée. Moi, vraiment, je pense, après vous avoir expliqué ça, je vous aurais tout dit. J'ai dit l'essentiel. Je pense que ce sont les points sur lesquels je comptais vraiment insister et qu'on explique, que même ceux qui poursuivent n'ont qu'à expliquer à l'opinion à quoi ça sert d'organiser un tel procès dans des conditions judiciaires aussi rocambolesques. Et c'est pour ça que la défense reste déterminée pour poursuivre le combat et faire en sorte que les droits fondamentaux de leurs clients soient préservés. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le bâtonnier, de m'avoir donné la parole. Je pense que l'essentiel a été dit au risque de tomber dans la redondance. Je vais dire 2 ou 3 choses. Fondamentalement, le constat que j'ai fait au-delà de ce dossier, au-delà de cette procédure, je constate que la justice est encore une fois en train de rater, de rentrer dans l'histoire. La justice est en train de refuser de s'assumer. Sinon, c'était encore une autre occasion. On nous a dit que la justice est la boussole de tout le monde, que tout le monde doit s'y référer. Et ceux-là qui sont chargés de distiller la justice devraient prendre leur courage à 2 mains et le faire. Ils auraient reçu l'accompagnement de tout le monde. Parce que quand c'est le droit qui est dit, ça emporte la conviction de tout le monde, sinon quand même de la majorité. Et quand c'est comme ça, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un de soutenir un magistrat qui a dit le droit. On a vu des exemples dans de nombreux pays où des magistrats, dans des circonstances très difficiles, je dirais même périlleuses, qui ont pris leur courage à 2 mains et ont dit le droit, ils sont rentrés dans l'histoire. Mais je pense que chez nous, on est en train de rater cette occasion. Et nous, avocats, justement, je pense que c'est l'objet de notre présence ici, c'est de venir dire à l'opinion, à l'interne et à l'externe, que nous ne les associons pas à une parodie de justice. Nous disons non à une parodie de justice. Nous ne pouvons pas, nous n'allons pas accepter d'accompagner nos clients à la potence, à l'abattoir. Nous disons non, nous ne sommes pas d'accord. Nous avons toujours clamé un procès. Mais faudrait-il que ce soit un procès juste et équitable dans la loyauté. Depuis que cette affaire a commencé, le parquet spécial a été
de bout en bout déloyale. La procédure a été biaisée de bout en bout. Aujourd'hui, on confisque les libertés de nos clients et on nous demande de les accompagner, on va aller les abattre. Nous disons non. Nous voulons le procès, mais il doit se passer dans les conditions normales, dans des conditions équitables, dans des conditions légales. Nous ne refusons pas le procès, nous le voulons. Mais il faudrait que ça se passe conformément à la loi. Nous, en tant qu'avocats, c'est le droit qui est notre fonds de commerce. C'est le droit que nous vendons. Mais si on ne s'y réfère plus, ce sont d'autres considérations qui prennent le dessus du droit. Nous disons non. Nous ne nous assurerons pas qu'on revienne à la normale et que les choses se passent comme cela se doit. Ça va être dans l'intérêt de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est Dr Diané, aujourd'hui, c'est le Premier ministre Kassori Fofana. Mais demain, ça peut être un d'entre nous ici, hein. Même nous, les avocats. Quand c'est comme ça, quand la loi est violée, personne n'est à l'abri maintenant. Tout le monde est exposé. Donc nous, étant la sentinelle du droit et de l'état de droit, nous disons non. Le procès là, il doit se tenir en respectant la loi. On ne peut pas confisquer la liberté de nos clients, les détenir illégalement et dans ces circonstances-là, pour pouvoir les maintenir davantage en détention, organiser un semblant de procédure, de procès et ignorer les procédures qui sont pendantes devant la Cour suprême. Ça va servir à quoi? À une condamnation? Parce que tous les signaux sont là. Qu'on va droit vers une condamnation. On ne va pas s'y associer. Qu'on attend que la Cour suprême se prononce. Nous sommes convaincus, et si c'est le droit qui doit être dit, nos clients vont sortir de cette situation parce qu'il y a un déséquilibre total. Si on doit aller au procès, on doit aller à armes égales. Que l'équilibre soit rétabli, on va au procès. Avec tout ce qui vient d'être dit par mes prédécesseurs, tout ce qu'il y a dans cette fameuse ordonnance, nous n'avons pas peur. Non. Mais il faut le faire dans la légalité, dans la sérénité. C'est tout ce que nous demandons. Et pour ne pas abuser, monsieur le bâtonnier, je m'arrête là. Merci, cher maître, chers confrères. Je crois que les thèmes retenus pour ce point de presse ont été débattus entièrement et qu'il ne reste plus aucune zone d'ombre dans la compréhension de tous ceux qui sont présents ici. C'est vrai, retenez que depuis la première rencontre, nous vous avions livré nos inquiétudes à l'époque par rapport à ce qui s'énonçait concernant la liberté de nos clients. On vous avait prédit que ce n'était pas une procédure normale, une procédure judiciaire, mais qu'on sentait à l'époque un procès pénal, un procès politique en préparation. On n'a pas cessé de le répéter au cours du déroulement jusqu'à date. Ce procès politique, vous l'avez vu, vous le sentez vous-même. Donc, est-ce qu'il faut se taire, laisser que nos clients
soit livré à l'abattoir. C'est cette alerte que nous lançons aujourd'hui. Pourquoi? À l'époque, on vous avait dit qu'on redoutait les mouvements politiques de nos clients. Aujourd'hui, on veut simplement leur faire prendre des condamnations. Et les conséquences d'une condamnation de ce genre, c'est la privation des droits civils et civiques, droit de vote et droit de se présenter à des élections. Alors, prenez nos clients un à un. À part eux, qui d'autre? Quel est le visage qu'on redoute en Guinée? À part que M. Cellou Dalein a été obligé à un exil forcé. Il ne reste plus que Kassori, il ne reste plus que Mohamed Diané, Oye Guilabougui et que dirais-je en plus. Alors, quand c'est par les manèges de ce genre qu'on veut éliminer un adversaire de la course, nous pensons que ce n'est pas juste, ce n'est pas légal, ça ne se doit pas. Donnons-nous rendez-vous dans les urnes, que les urnes départagent les candidats. Mais il ne faut pas que, par la force qu'on a pour le moment, on essaye de priver un autre de ses droits d'être candidat, de ses droits de voter. Alors, messieurs les journalistes, on vous a expliqué que ça fait maintenant 2 mois, que même si on se mettait dans la logique du procureur spécial, le mandat du 6 avril, renouvelable une fois, ce serait limité au 8e mois. Le mandat de mai, également, ce serait limité au 8e mois. Nous sommes au 9e mois, non renouvellement, pendant que les clients sont toujours détenus. Quelle est la base juridique de cette détention? Personne n'est en mesure de vous l'apporter. Personne, je mets quiconque au défi, et le procureur spécial en premier. Si déjà cela est acquis, quelle est l'assurance que nous avons en allant à un procès que les droits seront respectés? Les plus élémentaires ont été violés, les plus durs, c'est-à-dire ceux à quoi personne ne pense apporter des entorses, on viole ça flagramment. Qu'est-ce qui nous rassure que le juge du jugement n'a pas déjà une décision en main et qu'il lui suffirait simplement de lire le jour de sa décision? Voilà autant d'appréhensions que nous avons et qui sont attestées par des signes, par des faits qui sont donnés dans l'ordonnance de renvoi qui nous a été signifiée le 1er février 2023. Autant de questions de violation, autant de questions de non-respect des droits, autant de questions de volonté politique qui font que on ne peut pas ne pas dénoncer l'illégalité de ce qui se prépare. Vous vous rendez compte? 48 millions annoncés la veille de la première conférence de presse que nous avons tenue. C'est le procureur spécial qui a annoncé la pratique des conférences de presse. Il a tenu au siège de son parquet où il a fait état de 48 millions de francs, de dollars au compte d'Ibrahima Kassori Fofana seul. 48 millions de dollars. C'est presque le budget de toute la République. Aujourd'hui, on ne sait par quel miracle ces 48 millions de dollars sont tombés à 15 milliards de francs guinéens. Et ces 15 milliards-là, il les a sortis d'où? Ça a été pris où? Et sur la base de quelle pièce? Puisque chacun connaît la procédure de la comptabilité. De l'initiateur jusqu'à l'ordonnateur, jusqu'au paiement. Il y a des actes qui sont établis à chaque étape. Où sont ces pièces-là concernant les 15 milliards de francs? Tant qu'on ne nous donnera pas ça, on ne peut pas croire. Car rappelez-vous de ce que Platon a dit, qu'il ne faut jamais croire à ceux dont on n'a pas la preuve.
preuve. Jamais. Quand la preuve sera là, on croira, on sera convaincu. Mais tant que ce n'est pas prouvé, on ne fera pas. Mais puisque déjà, les juges ont décidé, sans preuve, 2 niveaux, qu'est-ce qui nous fait penser qu'au 3e niveau, on ne va pas encore décider sans preuve? Pour ne pas s'associer à la face sombre, à la face honteuse de l'histoire, nous avons décidé qu'il faut les preuves, il faut les garanties d'un procès juste et équitable avant d'y prendre part. Voilà sur les mots sur lesquels nous refermons ce volet d'explication en attendant peut-être si vous avez des questions. Je vous remercie. S'il n'y en a pas, on peut lever. Hein? Ah. Il faut nous féliciter hein, que les journalistes soient sans question. Il y a une question. Oui. Pardon. Oui. Bonsoir, je suis Sima Katouma Kamara. Vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord avec ce procès qui sera donc organisé et que vous allez passer par tous les moyens légaux pour donc empêcher la tenue de ce procès. Moi, je voudrais savoir, c'est quoi ces moyens? Ce sont des moyens juridiques. Seulement, nous n'avons que le droit à notre possession. Nous n'avons pas d'armes autres que les prescriptions de la loi. Ces moyens commencent par les recours, n'est-ce pas, que la loi prévoit, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Vous savez qu'on a des juridictions communautaires propres à la CEDEAO, notamment la Cour africaine des droits de l'homme d'Abuja. Nous sommes prêts à saisir cette juridiction au cas où on ne nous comprendrait pas ici en République de Guinée, par exemple. Pour finir, quelle lecture faites-vous aujourd'hui du fonctionnement de notre Cour suprême? La Cour suprême, si je suis gentil avec elle, je vais dire qu'elle est lente et que sa procédure est longue. Si je ne suis pas gentil, je dirais qu'elle refuse de dire le droit. Merci. Il y a une qui n'a pas posé de questions. Bien. Alors, on peut...